Bonjour à vous. Cette présentation sonorisée étudie le thème du tutorat à distance. Je m'appelle Jacques Cartier, je suis enseignant honoraire à l'Université de Franche-Comté et auto-entrepreneur. Mon entreprise s'appelle espace-formation.eu. Cette présentation est en licence Creative Commons, paternité, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Nous remontons un peu en arrière dans le temps, en 2001, pour lire un texte fondamental à cette époque-là, une circulaire de la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle, qui stipulait des choses qui étaient fondamentales pour ceux et celles qui initiaient des projets de formation à distance et qui incluaient du tutorat. Ce texte dit que les modalités d'assistance pédagogique et d'encadrement constitueront un élément central d'appréciation de la réalité de la formation. Il en est de même des moyens mis en œuvre pour évaluer et valider les formations. Et puis, dans le deuxième paragraphe que j'ai sélectionné, il est indiqué que la simple cession ou mise à disposition de supports, manuels, logiciels, matériels, à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une action de formation professionnelle et doit être analysée selon les circonstances comme une livraison de prestations, de services ou de biens. Donc vous voyez que ce texte, déjà en 2001, était super important puisqu'il mettait en avant qu'il fallait que la formation soit accompagnée. Le mot tuteur n'apparaît pas, mais le texte est quand même très clair. Maintenant, en 2014, eh bien, de nouveaux textes sont sortis concernant la formation continue des adultes et la formation à distance. Et vous voyez que dans ce décret du 20 août 2014, eh bien, les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance pédagogique et technique mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte et à distance comprennent notamment donc les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation, et donc que la personne elle est reconnue à part entière, elle doit être présente, elle doit jouer ce rôle. On doit indiquer les modalités techniques, donc la façon dont le stagiaire va être accompagné, assisté, à quel moment, à quelle périodicité, et puis aussi les délais de prise en charge de ce suivi qui doit être indiqué clairement. Donc là, vraiment, avec cette nouvelle loi sur la formation continue, le tutorat, l'accompagnement des personnes est réellement un élément essentiel de la formation ouverte et à distance. L'étymologie du mot tuteur, ce mot vient du latin tutor, un défenseur, un protecteur, un gardien. Dans le Petit Robert de 95, il s'agit d'une personne qui est chargée de veiller sur un mineur, une personne handicapée majeure, etc., pour gérer ses biens. Ça peut être aussi une tige, une armature de bois, de métal que l'on fixe dans le sol. Celles et ceux qui s'adonnent au jardinage voient de quoi je parle. Mais la troisième définition, il s'agit d'un enseignant qui suit, assiste et conseille particulièrement un élève ou un groupe d'élèves. Donc vous voyez que ce rôle est ancien puisqu'il n'a pas attendu la distance pour exister. Le tutorat est aussi une façon d'accompagner les personnes en présence. Dans la diapositive précédente, nous avons évoqué le fait que le tutorat sert beaucoup dans une modalité en présence. Dans la situation présentielle, la situation en présence, le stage habituel dans une salle, donc le formateur et les apprenants, peut-être pas toujours dans cette configuration que vous voyez à l'écran, eh bien, le formateur peut corriger le tir, si j'ose dire. Par exemple, donner des explications sur la consigne de travail à réaliser. Il a les personnes sous la main. Le contact peut être direct et donc on peut accompagner les personnes, par exemple en faisant des travaux de groupe. Comme vous êtes présent, vous le formateur, vous avez moyen d'accompagner directement, de tutorer, si l'on peut dire, dans la salle. Mais bien sûr,
toute formation n'a pas lieu uniquement dans une salle à un moment donné. On peut dire que beaucoup de formations maintenant vont vers l'hybridité, c'est-à-dire un mélange entre présence et distance. Et là, à distance, eh bien, vous ne pourrez pas assumer ce rôle d'accompagnement de cette façon-là. À distance, que ce soit hybride, par exemple, un même temps présence et un même temps distance, ou alors totalement à distance, vous ne pouvez pas agir comme dans une salle fermée. Vous devez réfléchir à une nouvelle façon de réaliser la formation. Vous ne pouvez pas exposer sans arrêt des savoirs savants devant tout le monde, vous enregistrer, etc. Non, vous allez donc vous consacrer à une façon de suivre les personnes, de les accompagner. Vous allez donc avoir beaucoup à communiquer. Vous allez devoir inventer des situations pédagogiques nouvelles suite à la mise à distance de votre formation. Vous devenez ainsi une personne ressource, vous soutenez, vous guidez. Tout ça, il va falloir l'inventer, le mettre en place, le structurer pour que cet accompagnement soit efficace. Qui est le tuteur? En fait, ça peut être un formateur expert et auteur, la personne qui tutore les ressources qu'elle a elle-même produites. Ça peut être un formateur expert du domaine, de la discipline, de la technique particulière qui est abordée, mais qui n'est pas à l'origine des ressources, des contenus. Ça peut être un personnel technique qui va s'occuper d'un accompagnement plutôt technique, informatique, etc. Ça peut être un personnel administratif qui a été choisi pour accompagner des collègues de bureau, dans une administration, dans une entreprise. Ça peut être aussi un apprenant pair, c'est-à-dire soit un apprenant qui a déjà fait la formation et à qui on demande de l'accompagner, de la tutorer. Et ça peut être aussi à un moment donné dans une formation le rôle d'un apprenant particulier. Vous voyez que selon la formation qui est mise en place, selon le degré de technicité des contenus, eh bien, plusieurs personnes vont pouvoir jouer le rôle de tuteur. Alors bien entendu, on va être confronté à un problème financier. Il va falloir régler ces personnes, puisque dans certains lieux, comme à l'université, la Télé-Université du Québec, eh bien, le tutorat est un métier. On recrute des personnes que l'on salarie. Parfois, dans les formations dont j'ai eu la charge, eh bien, il s'est avéré que le formateur s'appelait formateur-tuteur. Il faisait un peu tout. Les contenus, l'accompagnement des contenus, l'accompagnement technique, administratif, etc. Donc, tout ça va dépendre de la spécificité du dispositif de formation qui va être mis en place. Pour aller plus loin, dans l'étude des rôles joués par le tuteur, je m'appuie sur une enquête qui a été réalisée à la Télé-Université du Québec par une équipe animée par Pierre Gagné et qui a opéré un sondage auprès d'environ 1000 étudiants sur leurs attentes et leurs besoins par rapport au tutorat. Ce n'est pas une étude très récente, mais je n'ai pas trouvé de document aussi pertinent. C'est pour ça que je l'utilise encore aujourd'hui comme ressource. On voit par exemple que l'attitude motivante de la personne tutrice, c'est la chose qui est citée en premier. On a 89% de satisfaction. Et puis, un moment aussi très important, 83%, le contact de démarrage. Ce moment important où on va entrer dans la formation. Et puis, les réponses données par le tuteur, leur qualité. Vous voyez que le pourcentage est à 82%. La facilité de joindre cette personne. Si elle répond au bout de 15 jours, ça va pas marcher. Et là, on a aussi 82%.
Et puis on n'y pense peut-être pas suffisamment, le soutien à la motivation, 78%. Aider les personnes à aller au bout, aider les personnes à ne pas abandonner. Et ça, c'est un rôle qui est très important, puisque c'est le risque inhérent à la formation à distance. L'expert de contenu, vous voyez que le rôle est important, bien entendu, il faut que la personne soit spécialiste, à 74% donc. Et puis, la rétroaction, c'est-à-dire, par exemple, les évaluations, les résultats aux évaluations, la façon dont le tuteur s'adresse à la personne, en essayant toujours de valoriser, d'avoir une évaluation qui soit formative. 70%. Correcteur de travaux, vous voyez que là, c'est pas un rôle très important, puisqu'on tombe à 55%. Et puis, un rôle peut-être aussi un peu sous-estimé, eh bien, c'est l'information administrative. Eh bien, oui, le tuteur, inévitablement, il doit donner des informations sur l'organisation, sur les dates des choses, comment ça va se passer, dans quel contexte, etc. Vous voyez, ce qu'attendent les personnes, je crois que c'est important que l'on sache au départ que tous ces éléments vont être appréciés par les personnes qui sont en formation. On peut ainsi pas à pas dégager une typologie du tutorat. On l'a vu dans l'enquête précédente de Pierre Gagné, par exemple le tutorat d'accueil, ce moment important d'entrée dans la formation. On peut parler aussi d'un accompagnement cognitif, c'est-à-dire qui concerne les apprentissages, aider les personnes à s'organiser, à développer une stratégie personnelle d'apprentissage. Et puis, on va se baser sur un travail en autonomie. Il y a, dans certaines formations, on parle de modules seuls devant l'écran, où la personne est en auto-formation quasi intégrale. Mais aussi, on va organiser des travaux en groupe. Et tout ça, il va falloir accompagner, structurer, aider à ce travail. Beaucoup un rôle relationnel. On va échanger avec les personnes, soit directement sur la plateforme par des forums ou par mail si on veut une relation plus directe entre deux personnes, entre le tuteur et l'apprenant. On va ainsi éviter la solitude, notamment s'il y a des parcours en autonomie où la personne risque de perdre pied. Et puis, l'évaluation, alors on l'évoquait tout à l'heure, cette évaluation, elle est fondamentale parce que la personne va mieux se situer, mieux savoir où elle va, ce qu'elle a appris, tout ça dans un souci d'une évaluation positive, formative. Une gestion, un tutorat de gestion, puisqu'on va gérer un groupe, on va gérer les apprenants, les personnes, la structuration de ce dispositif de formation. Et puis un tutorat technologique, alors là on pourrait parler d'une assistance de premier niveau. C'est pas le tuteur qui va aller ouvrir l'ordinateur de l'apprenant, mais Dieu sait qu'il y a beaucoup de paramètres, par exemple le navigateur, etc. Ce qui concerne le son, le micro, on a toujours des petits soucis comme ça techniques que le tuteur va prendre en charge. Jacques Rodet, depuis une dizaine d'années, a spécialisé son activité sur le tutorat. Il a créé en 2003 le blog de TAD, le blog du tutorat à distance, qui est un lieu d'écriture, de publication qui fait référence sur le tutorat. Dans ce tableau qu'il a mis en ligne, à deux entrées, donc la colonne de gauche sur les fonctions, accueil, orientation, organisationnel, pédagogique, socio-affectif, motivationnel, technique, métacognitif, évaluation. S'ajoutent donc les colonnes qui traitent du plan cognitif, du plan socio-affectif, du plan motivationnel, du plan métacognitif. Alors, on va pas tout analyser ce tableau, je vais prendre quelques exemples pour que vous compreniez mieux de quoi il retourne. J'ai donc sélectionné 7 cellules que je souhaite commenter. La première, dans le plan socio-affectif, initier la construction d'un sentiment d'appartenance. En fait,
un des problèmes de la formation à distance, ça peut être l'isolement, ça peut être le sentiment d'être seul, et le risque lié, c'est l'abandon. Donc le tuteur a un rôle de rapidement faire prendre conscience aux personnes qu'elles sont à plusieurs, il y a un groupe sur lequel on peut s'appuyer, on peut échanger avec d'autres personnes, on appartient donc à ce groupe avec des objectifs qui sont communs. La deuxième cellule, dans le plan motivationnel, accompagner le processus d'autonomie. On parle souvent en formation à distance d'auto-formation, voire d'auto-formation intégrale, où la personne a un grand rôle à jouer seule. Tant mieux si elle est accompagnée. Donc le tuteur a un rôle important pour initier une autonomie grandissante de l'apprenant. Alors, ça va pas se faire tout seul, c'est pas si simple à mettre en place. Ça va être dans des activités à réaliser, des productions à faire, que pas à pas, cette autonomie sera grandissante. La troisième cellule commentée dans le plan socio-affectif, faciliter la collaboration entre apprenants. Aujourd'hui, on demande beaucoup aux personnes de travailler en groupe, mais pas seulement en formation, aussi dans le milieu du travail. On peut difficilement travailler seul dans son coin. Donc cette collaboration, elle sera initiée et coordonnée, animée par le tuteur, sous la forme par exemple de travaux de groupe. La cellule numéro 4, dans le plan métacognitif, faire prendre conscience de ses habilités à collaborer. Parfois, des personnes sont un peu en manque de confiance et osent pas s'intégrer dans le groupe, participer, produire, prendre la main, animer. Là aussi, dans les activités pédagogiques que le tuteur anime, eh bien, il va falloir que cette personne ait des responsabilités, anime par exemple une partie d'une classe virtuelle. La cellule numéro 5, dans le plan socio-affectif, susciter l'entraide technique entre apprenants. Bon, malgré l'évolution des technologies, malgré l'évolution de l'informatique, il y a toujours des petits soucis techniques, on ne peut pas y échapper. Le tuteur ne peut pas tout faire et souvent, dans les groupes que l'on anime, on trouve des personnes qui sont très, très habiles avec toutes ces technologies et souvent, elles sont une aide précieuse pour les autres. Donc ça aussi, ça va aider certaines personnes à gagner en autonomie et à être bien intégrées dans le groupe. La cellule 6, donc sur le plan cognitif, faire conscientiser ses préférences cognitives. Beaucoup de personnes ne savent pas très bien comment elles apprennent le mieux, de quelle façon, est-ce que c'est par des textes, par des vidéos, par des schémas, des images. Et ça, je crois que tout au long de la formation, le tuteur, lorsqu'il fait des synthèses d'activités, etc., peut faire prendre conscience pas à pas aux personnes, leur faire prendre conscience des activités les plus pertinentes pour elles quant à leur apprentissage. Elles vont se rendre compte que, par exemple, elles seront plus textuelles ou plus attirées par des vidéos, que les informations passeront mieux de cette façon-là. La dernière cellule, de la numéro 7, aider à s'auto-évaluer, donc dans le plan métacognitif. Ça, c'est une chose qui gagne à avancer, dans le sens où les gens ont l'habitude d'une évaluation sommative, l'examen, etc. et sont un peu gênés lorsqu'on leur demande de s'auto-évaluer, et surtout en formation d'adultes. Et ça, c'est un apprentissage qui est fondamental, puisque on s'oriente de plus en plus vers des validations de compétences. Ce ne sont pas des savoirs savants que l'on doit régurgiter. Et pour valider ces compétences, il faut que la personne soit vraiment concernée et participe à cette auto-évaluation. Est-ce que le tuteur doit être réactif ou proactif? Réactif, entendez par là, eh bien, il attend que les personnes se manifestent, il attend d'être sollicité. S'il est proactif, il va
au-devant, si vous voulez, des apprenants. Il les sollicite, il propose des activités, des aides. Alors, vous voyez bien que il faut que le tuteur il trouve un équilibre entre ces deux états, réactif, proactif. On peut pas non plus être absent totalement, et on peut pas non plus être présent 24 heures sur 24, y compris les week-ends, et solliciter les personnes sans arrêt. Donc il va falloir trouver un équilibre dans l'action à mener et doser cette action. Vous voyez, ne pas envahir l'espace personnel des apprenants, mais ne pas non plus les laisser dans l'attente, dans l'incertitude. Et on a vu que la plupart du temps, les apprenants eh bien, sont très sensibles au fait que leur tuteur soit proactif. Plus on avance dans cette présentation, plus on se rend compte que le tuteur a un rôle extrêmement important de communication. Et pour communiquer, eh bien, comme les personnes sont à distance, soit totalement, soit en partie, il va donc utiliser des outils de communication du réseau, de l'Internet, via un forum, un chat, une audioconférence. Il va donc manipuler ces outils et les utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'en fait, pour répondre aux besoins d'autonomie des personnes, il va anticiper, organiser le travail, structurer, expliquer ses interventions, et il va s'adapter aussi, il va communiquer à la fois avec des personnes seules, mais aussi avec le groupe. Donc vous voyez que les qualités qu'il doit mettre en avant sont des qualités de communication en s'appuyant donc sur les outils mis à sa disposition sur le réseau par la plateforme aussi de formation qu'il va utiliser. Dans ce schéma que vous avez à l'écran, excusez-moi, il est en anglais parce que j'ai trouvé une version donc libre de droit dans cette langue-là. Donc ce network teacher, le professeur, l'enseignant en réseau, ça inclut bien sûr le formateur en réseau, et ce schéma reprend un peu tous les outils que cette personne va utiliser. Donc notre tuteur, en fait, utilise tous ces médias, tous ces moyens de communication, qui sont à la fois les outils de recherche, des outils de production, des outils de communication, des outils collaboratifs, des outils de partage. Donc vous voyez, ce panel d'activités, de types d'activités, va nécessiter de sa part une connaissance du réseau, une connaissance des outils de communication, donc une dextérité quant à leur utilisation. On pourrait même aussi évoquer le fait que l'identité numérique du tuteur est très affirmée, dans le sens où il sait bien se positionner dans son activité. Qui est-il sur Internet? Qui est-il dans son activité sur la plateforme? À propos de plateformes, on se rend compte de plus en plus que les plateformes institutionnelles proposées par l'organisme de formation, eh bien, souvent sont utilisées bien sûr, forcément, mais les personnes ont tendance également à utiliser des outils de l'Internet. Parce qu'elles sont habiles, elles s'en servent au quotidien, souvent ces outils aussi marchent très bien, donc on assiste à deux utilisations souvent, les outils institutionnels, par exemple la plateforme de formation, et aussi les outils que l'on trouve maintenant sur Internet. Donc c'est bien un tuteur, un network tuteur, un tuteur en réseau dont il s'agit. Quelques ressources à votre disposition, notamment une charte du tutorat, une charte du tuteur relais. Tout ce qu'on a évoqué dans cette présentation nécessite que les choses soient clairement définies par un organisme de formation et qu'il y ait l'existence d'une charte qui va définir précisément les rôles du tuteur. On voit même que à la Téléuniversité du Québec, eh bien c'est un métier. Il y a actuellement sur Internet un recrutement qui est organisé et vous devenez tuteur avec un salaire selon le nombre d'heures que vous allez réaliser.
Le diaporama que je vous ai présenté est en licence Creative Commons, attribution, pas d'utilisation commerciale, partage dans les mêmes conditions. Ça signifie que si vous pouvez donc l'utiliser, vous pouvez le modifier, ajouter des diapositives, en enlever, en modifier, à la condition de citer l'auteur initial et que votre nouvelle présentation donc ne soit pas en utilisation commerciale, et également que votre nouvelle présentation soit faite selon les mêmes termes de licence, c'est-à-dire cette licence paternité, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Pour mieux me connaître, je vous ai mis 2 liens, un lien vers mon site personnel et un lien vers ma plateforme de formation. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ce document vous sera profitable pour la suite de vos activités. Merci.